Bonjour à tous et bienvenue dans ma formation rapide, les bases de la photographie. Alors, petite histoire de la photographie argentique. Sur les photos, nous voyons la fameuse pellicule de négative et les célèbres pellicules de Kodak ou de Fujifilm qui ont fait l'âge d'or de la photo argentique. Ici, nous avons les ancêtres de nos appareils photo. En haut à gauche, une chambre photographique avec un soufflet rappelant un peu un accordéon. En face, nous avons la plus grande chambre photographique du monde avec plus de 500 kilos et elle date de 1901. Vous voyez la taille. En bas, nous avons quelque chose de plus classique que nous connaissons mieux. Un appareil photo argentique, donc à pellicule, hein, remplacé quasiment totalement par le numérique dans les années 2006. De la photo argentique au capteur numérique. Les différents capteurs. En préambule, les professionnels de la photo, pour la plupart, ne jurant que par le plein format et dénigrant souvent le reste, je tenais à faire remarquer qu'il y a toujours plus grand que soi. Nous avons à droite un Sony A7R qui est un plein format et à gauche un monstrueux Fuji de la série GFX qui est un moyen format. Le plein format ou full frame, l'esprit de tranquillité. Nous avons à droite un Sony A7 donc plein format et à gauche il se moque d'un Fuji X-T20 qui est un capteur APS-C, d'un Olympus OMD qui est un capteur micro 4 tiers et de smartphones qui ont un capteur 1 pouce. Pourquoi? Nous allons le voir un petit peu après. Voilà pourquoi vous avez un boîtier plein format, donc vous êtes dispensé de mathématiques. Soyez bien heureux. Car peu importe votre objectif en plein format, 18 mm, 35 mm, 50 mm, 400 mm, cette valeur est la bonne. Par contre, si vous possédez un APS-C, un micro 4 tiers ou un capteur d'1 pouce, désolé, mais on va essayer de comprendre pourquoi c'est un peu plus compliqué pour ces capteurs-là. Donc alors ici nous avons un schéma des différentes tailles de capteurs. Le plein format étant nominal, étant celui qui est référent à la pellicule argentique qui mesurait pour mémoire 36 mm par 24 mm. Donc le capteur reprend la taille du film argentique. Voilà pourquoi au niveau de la focale il n'y a aucune incidence et on verra ça plus tard. L'APS-C, vous voyez 23,5 par 15,6. L'APS-C Canon qui est différent parce que Canon ne fait rien comme les autres, qui est un peu plus petit que l'APS-C Nikon, Fuji, Sony, bref. Le micro 4 tiers qui est un capteur 2 fois plus petit que le plein format. Ensuite, vous avez les différents capteurs 1 pouce qu'on retrouve dans les appareils photo compacts et les smartphones. Et donc la différence de taille entre les capteurs, on appelle ça le crop factor, l'indice de crop. Ici, nous voyons, c'est très représentatif, une photo qui aurait pu être prise avec un capteur plein format, enfin la taille d'un capteur plein format, un capteur APS-C, un capteur micro 4 tiers, un capteur 1 pouce. Donc par rapport au plein format, le capteur APS-C est 1,5 fois plus petit, sauf chez Canon où il est 1,6 fois plus petit, et le micro 4 tiers, quant à lui, est 2 fois plus petit qu'un capteur plein format. Sur cette photo qui est parlante, nous voyons en 1x, c'est la photo prise par un appareil photo full frame, plein format. En 2x, vous avez la photo prise par un appareil photo micro 4 tiers. On voit très bien que le micro 4 tiers, vous avez que la moitié de la photo. Sur le 1x, donc le full frame, vous avez tout le décor. Sur le 2x, donc le micro 4 tiers, vous avez une partie de l'arbre, une partie du hangar, mais vous voyez, c'est un peu comme si on zoomait dans l'image. Vous n'avez pas la même image. Alors du coup, l'incidence des différentes tailles de capteurs sur les focales des objectifs. Là, ça se complique un peu, mais ça va rentrer. Avant-propos, qu'est-ce qu'un objectif? Ici, nous avons la coupe d'un objectif. Donc, ça n'est pas juste un tube avec une lentille d'entrée et une lentille de sortie.
voyez, vous avez différentes lentilles à l'intérieur et qui corrigent différents défauts de la photo, aberration chromatique, déformation, voilà, c'est des verres correcteurs. On pourrait dire donc qu'un objectif est composé d'un ensemble de lentilles qui sont destinées à former l'image. La notion de focale, un objectif se caractérise aussi et surtout par sa focale, qui est exprimée en millimètres. En définitive, c'est la longueur focale qui mesure la distance entre le capteur de l'appareil photo et le centre optique de l'objectif où l'image se forme. Sur le plein format, vous n'avez aucun calcul à faire, un 35 mm reste un 35 mm. Un 85 mm reste un 85 mm. Un 24-70 en zoom reste un 24-70. Pour les autres tailles de capteurs, désolé, mais ça se complique un petit peu. La bosse des maths. Prenons l'exemple de l'APS-C, le format le plus répandu. Il suffira de changer la valeur de départ afin de l'appliquer aux autres formats. Le capteur APS-C est 1,5 fois plus petit que le capteur plein format, sauf chez Canon il est de 1,6. Donc prenons un objectif de 50 mm, valeur plein format, et multiplions-le par 1,5. Cela nous donne 75 mm. Donc si je désire un rendu équivalent à un 50 mm réel, je devrais me diriger vers un 35 mm, car 35 fois 1,5 égale 52 mm. Pour un capteur micro 4 tiers, le calcul est plus simple. Il suffit de multiplier la focale par 2. Donc 50 mm donnera 100 mm. Il faudra donc un 25 mm pour équivaloir à un 50 mm. Ouf. Bienvenue dans le monde merveilleux du crop factor. Sur l'image du lion, la première photo est prise avec un appareil photo plein format, donc en 24-36. Vous avez beaucoup de zones mortes, beaucoup de décors autour du lion. Puis, la deuxième photo est prise avec un APS-C. On commence un petit peu à zoomer sur le lion, mais ça reste encore assez proche du plein format. Vous avez ensuite le micro 4 tiers où on zoome sévèrement sur le lion. Et alors les capteurs 1 pouce où on a l'impression d'avoir un gros zoom monté sur l'appareil. Voilà la différence de crop factor entre les différents capteurs. Donc pour résumer, il vaut mieux répéter plusieurs fois et bien mémoriser cela parce que c'est très important. En résumé, si vous n'êtes pas sur plein format, méfiez-vous lors de l'achat d'un objectif et n'oubliez surtout pas de faire la conversion. Nos amis les lentilles. Les objectifs sont classés en deux catégories, les zooms et les fixes. Voyons les zooms. Les zooms ont des longueurs focales variables. L'avantage du zoom est sa polyvalence. Il est parfait lorsque vous photographiez différents types de sujets, tels que des paysages et des portraits, et que vous souhaitez utiliser un seul objectif pour les deux situations. L'utilisation d'un zoom limite également les changements d'objectif, ce qui fait gagner du temps et réduit le risque de laisser entrer de la poussière dans la chambre du miroir de l'appareil photo ou sur le capteur. De plus, il permet d'aller chercher des sujets lointains, voire inaccessibles. Par exemple, pour la photo animalière, les photographes préfèrent les petits capteurs, comme l'APS-C. Parce que vous avez, avec le crop factor, vous avez sur une focale par exemple de 400 mm, vous rajoutez, vous multipliez 400 mm par 1,5 et vous avez une plus longue focale. Et par contre, les photographes de portrait préféreront les pleins formats. La focale fixe. Un objectif à focale fixe est un objectif dont la distance focale ne varie pas, contrairement au zoom. De manière générale, la construction des focales fixes est de bonne qualité. Normal, il y a beaucoup moins de matériel et composants à l'intérieur par rapport à un zoom. Il y a surtout moins de lentilles. Forcément, si vous regardez dans la rue au travers de 4 vitres ou 14 vitres, ça ne fait pas la même chose. Avec autant de lentilles en moins, c'est autant de poids gagné pour vos sorties photos et une qualité optique supérieure. Le faible poids de l'objectif est souvent compensé par une construction très solide du fût qui les porte. Plus de métaux et moins de plastique pour protéger l'objectif. Ces objectifs sont souvent faits pour durer et plus à destination des professionnels et des photographes confirmés. Le plus gros avantage des focales fixes, selon moi, se trouve dans leurs ouvertures indécentes, allant jusqu'à f1 voire 0,95. Zoom versus focale fixe. Avantage, inconvénient. Avantage des zooms. Le zoom est polyvalent, il peut suffire dans la plupart des cas.
Et là où tu ne peux te rendre, lui le peut. Inconvénient, ouverture moindre f2.8 sur du haut de gamme, parfois f2 en échange d'un bras et d'un rein. Encombrant et lourd. Focale fixe, avantage. Construction simple, grande ouverture, léger et plus compact. Et le bokeh, y a bon. Parce que voilà, le bokeh, nous verrons plus tard, c'est la crème des photographes de portrait. Les inconvénients de la focale fixe, tu zoomes avec tes pieds, moins polyvalent et vraiment dédié. La focale s'apparente à l'angle de vision de l'objectif. Plus le chiffre de la focale en millimètres est petit, et plus l'angle de vision est large. On aura un grand angle et inversement. Plus le chiffre de la focale est grand, et plus l'angle de vision sera petit, et on verra loin comme dans un télescope. On aura donc un téléobjectif. À présent, jetons un œil aux différentes focales. Les objectifs avec une focale de 8 à 35 mm, des grands angles, sont faits pour l'intérieur, le paysage et l'architecture. Les objectifs de 40 mm à 60 mm sont des objectifs dits standards, qui ne déforment pas, qui sont faits pour les portraits, le paysage, l'intérieur, la macrophotographie. Les objectifs de 70 à 1200 mm, voire plus, sont des téléobjectifs. Ils sont faits pour l'animalier, le portrait, le sport, la macrophotographie. Ici une image représentant différentes focales, différentes longueurs de focale. Vous avez du 17 mm, du 24, 35, 50, 70, 100, 200 et un zoom à 400 mm. Là on voit bien la différence de focale entre du grand angle et du téléobjectif. Ici, nous allons nous arrêter sur l'angle de vision selon la longueur focale. En effet, vous voyez que sur un objectif de 6 mm, donc un ultra grand angle, l'angle de vision est de 220 degrés. Pour du 50 mm, nous avons un angle de vision de 46 degrés. Et pour du 1200 mm, un gros téléobjectif, nous avons un angle de vision de 2 degrés. Pour information, le 50 mm correspond environ à la vision humaine. Rappel, warning, attention à la conversion lorsque vous ne possédez pas de plein format. Maintenant que le matériel est présenté, entrons de plein pied dans les bases techniques de la photographie, avec le triangle d'exposition, ou aussi appelé le trio infernal. Ouverture, vitesse d'obturation, sensibilité ISO. L'ouverture, le paramètre le plus important sur les trois. L'ouverture, c'est tout simplement la quantité de lumière que votre objectif laisse rentrer dans l'appareil, grâce à un système de diaphragme en iris. Vous pouvez contrôler l'ouverture en fermant ou en ouvrant votre diaphragme. L'unité de mesure de l'ouverture de l'iris s'exprime en f, à ne pas confondre avec la focale, attention. Ainsi, sur l'objectif ci-contre, la gamme d'ouverture possible va de f1.4 à f16. Et c'est là qu'intervient le premier piège, celui qui perturbe beaucoup les débutants en photographie. Plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. À f1.4, mon ouverture est très grande. Elle laisse entrer beaucoup plus de lumière, alors qu'à f16, l'ouverture est plus petite. Elle laisse entrer moins de lumière. Le deuxième paramètre par ordre d'importance est la vitesse d'obturation. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur de votre appareil photo, une petite pièce mécanique appelée obturateur s'ouvre pour laisser passer la lumière durant un très bref instant dans votre capteur photo, puis se referme. C'est donc la vitesse avec laquelle l'obturateur s'ouvre et se ferme qui détermine le temps de pose de votre cliché, lent ou rapide. Cette vitesse aura deux implications. La possibilité de figer un mouvement rapide ou bien de provoquer un flou de bouger, mais aussi de rendre votre photo sous-exposée ou surexposée. La vitesse s'exprime en fractions de seconde. Exemple, 1/250e de seconde ou 1/8e de seconde. Plus le chiffre derrière le 1 est élevé, plus la vitesse est rapide. Le troisième paramètre est le moins important des trois, et la sensibilité ISO. Lorsque l'on parle de sensibilité en photographie, on fait référence à la sensibilité du capteur numérique à la lumière. En argentique, c'est le type de pellicule qui définit la sensibilité, pas l'appareil. Et on appelait ça les ASA. ISO est le nom de la norme d'unité de mesure.
Plus le nombre ISO est élevé, plus le capteur de votre appareil numérique est sensible à la lumière, et inversement. Sur les photos de bougies, nous voyons qu'à ISO 100, la bougie et la flamme sont apparentes. À ISO 6400, on voit une partie du décor de la table sur laquelle est posée la bougie. Et nous remarquons qu'il y a beaucoup de bruit numérique sur la photo, dont l'image est très peu définie. C'est le piège des ISO. Ainsi, plus la scène que vous voulez photographier est lumineuse, plus vous devriez régler la sensibilité de votre appareil sur une valeur faible. A l'inverse, plus la scène est sombre, par exemple lors d'une soirée d'anniversaire en intérieur, plus vous devriez augmenter la sensibilité ISO de votre boîtier photo, pour être certain que celui-ci capte le maximum de luminosité. Le principe est extrêmement simple, mais à l'usage, on se rend compte d'un problème pénible, le bruit dans l'image. Il s'agit de cette sorte de grain polychrome que l'on voit parfois dans les photos numériques prises dans des conditions sombres. Le bruit rend les images moches, et il vaut mieux apprendre à l'éviter. Or, plus vous montez en sensibilité ISO, plus vos images seront bruitées. Lorsque vous constaterez ce phénomène sur vos images, il ne vous restera plus qu'à baisser la sensibilité tout en augmentant l'un des deux autres paramètres de l'exposition, l'ouverture ou le temps de pause, afin de laisser suffisamment de lumière imprimer le capteur de votre appareil. Voici pour le triangle d'exposition. Voyons maintenant les applications et les liens indissociables entre ces trois fonctions. Rappel, l'ouverture. Avec une ouverture de 1.4, donc un petit chiffre, nous avons une petite fermeture du diaphragme, soit par inversion ou une grande ouverture. À l'inverse, à F16, qui est un grand chiffre, nous avons une grande fermeture. La vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation correspond à la durée pendant laquelle l'obturateur reste ouvert pour laisser passer la lumière. Les ISO. L'ISO contrôle la sensibilité du capteur de votre appareil à la lumière. Plus le chiffre est élevé, plus la sensibilité est élevée et plus l'image est lumineuse. Encore un petit récapitulatif de ce trio d'exposition. L'ouverture du diaphragme. Chiffre petit égale grande ouverture, égale plus de lumière. Chiffre grand égale petite ouverture, égale moins de lumière. Nous avons en dessous une image de diaphragme ouvert de 1.4 à f16. La vitesse d'obturation. Avec une photo de 10 secondes, nous avons plus de lumière qu'une photo à 1 millième de seconde où nous avons beaucoup moins de lumière. La sensibilité ISO, indiquée ici de 100 ISO à 3200 ISO. À 100 ISO, nous avons moins de sensibilité à la lumière, mais une meilleure qualité d'image et pas de bruit numérique. À 3200 ISO, nous avons plus de sensibilité à la lumière, une qualité moyenne d'image et du bruit numérique présent. Petit rappel, n'oubliez pas, ouverture, ISO et vitesse sont liés. Changer un seul des paramètres a une incidence sur les deux autres. Ici, nous avons un petit exercice à faire. Nous avons une photo qui est bien exposée, avec une ouverture de f5.6, une vitesse de 1/200 de seconde et des ISO réglés à 100. L'exercice 1, trouvez la même exposition avec 200 ISO. Je vous donne la réponse. 200 ISO, donc je laisse rentrer 2 fois plus de lumière dans mon capteur photo. Donc je vais devoir par exemple multiplier la vitesse par 2, 1/400. Exercice numéro 2, trouver la même exposition avec une vitesse de 1/100 de seconde. Allez, promis, bientôt on fait des photos. La règle des tiers, la connaître pour mieux l'oublier, la transgresser. La règle des tiers est sans le moindre doute la technique de composition la plus connue et la plus utilisée par les photographes amateurs comme professionnels. Variante simplifiée du nombre d'or, la règle des tiers permet de facilement placer les éléments majeurs de votre image pour attirer l'attention du spectateur et créer une composition attrayante. La règle des tiers est une règle de composition utilisée pour réaliser des photos aux proportions harmonieuses. Elle s'applique en fait à toutes les images, peintures, dessins, etc. Il s'agit simplement de diviser l'image en 3 tiers, soit 9 parties égales, et à placer le sujet sur l'une de ces lignes ou l'un des points d'intersection. C'est l'une des premières règles de composition que le débutant apprend. Exemple des règles de tiers en portrait, car des fois, quelques photos valent mieux qu'un long discours. Vous voyez ici les yeux de nos sujets qui sont sur des points de force.
La règle des tiers en photo de paysage. La loi sur l'horizon. On peut placer l'horizon sur la ligne du bas, au tiers de la hauteur, pour donner la priorité au ciel, et sur la ligne du haut, aux 2 tiers de l'image, pour donner la priorité à la terre. Cette règle s'applique aussi bien aux photographies horizontales que verticales. Plus de précision sur l'ouverture car il s'agit du paramètre le plus utilisé même par les professionnels. À vrai dire, en laissant les ISO et la vitesse en automatique, vous devriez pouvoir faire 80% de vos photos sans souci. Attention, toutefois, une grande ouverture est moins permissive car la profondeur de champ est réduite, voire extrêmement réduite. Vous avez aussi un schéma avec une grande ouverture, une petite profondeur de champ, une ouverture moyenne, une profondeur de champ moyenne, et une petite ouverture, donc une profondeur de champ très grande. Ah, le sacro-saint bokeh, le diamant des photographes de portrait. Plus l'ouverture est grande, plus le bokeh est intense, idéal pour du portrait. Le bokeh peut être défini comme un flou d'arrière-plan, doux, obtenu avec un objectif lumineux et une ouverture maximale. Pour faire simple, le bokeh est la version agréable ou esthétique du flou en photographie. Petite précision, plus votre sujet est détaché du fond de la photo, plus le flou d'arrière-plan est artistique et profond. A contrario, ici nous avons une photo de paysage, donc plus l'ouverture est petite, plus il y a de netteté sur tous les plans de la photo. Par exemple, si vous prenez cette photo à f8, f11, f16, vous avez de grandes chances d'avoir de la netteté de l'endroit où vous prenez la photo jusqu'à l'infini. Merci à tous et à bientôt pour des modules dédiés et plus de détails. Bonne photo à vous et surtout prenez du plaisir à shooter car c'est là le plus important.